Imaginez deux personnes qui cherchent à perdre du poids de manière vraiment significative. D'accord, je visualise. La première, en fait, elle monte sur un vélo ergonomique et elle pédale à un rythme modéré, un rythme constant pendant 1 heure entière. L'image classique de la salle de sport, quoi. Exactement. Elle transpire, elle s'épuise sur la durée. Et puis, la seconde personne monte sur un vélo identique. Sauf que là, elle sprinte de toutes ses forces pendant 6 secondes. Oula, 6 secondes, c'est intense, mais très court. C'est ça. Elle fait une courte pause et elle recommence. Et au total, cette seconde personne ne fournit que 4 petites minutes d'effort pur. Et j'imagine que la logique voudrait que la première personne brûle beaucoup plus de graisse, non? Bah oui, la logique mathématique classique, celle des calories ingérées contre les calories dépensées, elle voudrait que la personne qui a travaillé 15 fois plus longtemps perde plus de masse grasse. C'est ce qu'on nous a toujours appris, en tout cas. Voilà. Mais la biologie, elle, raconte une toute autre histoire. Le corps de la personne qui n'a fait que 4 minutes de sprint va, en réalité, s'affiner davantage. Elle va perdre plus de poids global. C'est une véritable anomalie si on s'en tient à la vieille théorie purement comptable de la perte de poids. Totalement. C'est un paradoxe absolu. Mais c'est un paradoxe fascinant, tu sais. La physiologie humaine est infiniment plus complexe qu'une simple soustraction mathématique. Ce que cette situation un peu contre-intuitive démontre, c'est que l'exercice physique, c'est pas uniquement une question de dépense énergétique mécanique. C'est plus que juste bouger ses muscles. Exactement. C'est avant tout un langage chimique. L'intensité de l'effort, en fait, envoie des signaux moléculaires d'une puissance redoutable au corps. Eh ben, c'est exactement ce mystère métabolique que notre exploration va décortiquer aujourd'hui. Je suis prête. On a de solides données sur le sujet. Oui, notre analyse repose sur une étude d'une grande rigueur scientifique. Elle a été publiée le 1er septembre 2024 dans le très prestigieux Journal of Sport Science and Medicine. Une excellente revue pour ce genre de thématique. Tout à fait. Alors pour établir le cadre formel de notre discussion, l'article s'intitule et attention, c'est un vrai titre académique, The Release of Lipolytic Hormones During Various High-Intensity Interval and Moderate Intensity Continuous Training Regimens and Their Effects on Fat Loss. C'est massif, mais au moins c'est précis. Très précis. Et c'est un travail de recherche fondamental qui est coécrit par Xiangwei Zhu, Zhao Jiao, Yu Liu, Hong Li et Haifeng Zheng. Un très beau travail d'équipe. Ouais, et la mission de notre analyse aujourd'hui pour notre auditoire, c'est d'examiner scientifiquement, étape par étape, pourquoi et comment des intensités d'exercice radicalement différentes modifient la sécrétion des hormones, les fameuses hormones capables de désintégrer les cellules graisseuses. Et c'est crucial de comprendre cette mécanique. Parce que, honnêtement, ces découvertes remettent fondamentalement en question les recommandations de santé publique actuelles. Ah oui, complètement, hein. Pendant des décennies, le conseil standard pour les populations souffrant d'obésité, c'était de privilégier de longues sessions d'exercice à intensité modérée. Le fameux « il faut courir au moins 45 minutes pour taper dans le gras ». Exactement, cette vieille croyance. Or, cette étude nous force à regarder sous le capot, au niveau moléculaire, pour voir ce qui déclenche réellement la lipolyse, c'est-à-dire la dégradation des graisses. Bon, alors attends, je dois faire une pause ici pour clarifier un point. Parce que ça va vraiment à l'encontre de tout ce qu'on entend sur le déficit calorique. Bien sûr, c'est normal d'être perplexe. Avant d'entrer dans la chimie et les hormones, il faut comprendre le terrain de jeu de l'étude. Comment ces chercheurs ont-ils pu prouver, de manière irréfutable, que 4 minutes d'effort battent 60 minutes cardio? La méthodologie, il n'y a que ça de vrai. Voilà. Décortiquons cela. L'étude a suivi 60 jeunes femmes qui étaient classées comme obèses. Elles avaient un pourcentage de masse grasse supérieur ou égal à 30%. D'accord. Et pendant 12 semaines, ce qui représente 44 sessions d'entraînement au total, elles ont été réparties au hasard en 5 groupes distincts. C'est un bel échantillon, hein, et pour bien saisir l'ampleur des résultats, il faut vraiment détailler ce qu'ont vécu ces différents groupes. Vas-y, je t'en prie. Le premier, c'était le groupe de contrôle. Ils n'ont fait aucun exercice, logiquement, pour servir de base de référence. Logique. Ensuite, on avait le groupe MICT. MICT pour Moderate Intensity Continuous Training. Ça, c'est l'approche traditionnelle par excellence. Le vélo d'appartement classique. C'est ça, un effort continu maintenu à environ 60% du VO2 max et ça durait entre 51 et 61 minutes. C'est très long, c'est assez monotone, mais c'est l'effort d'endurance qu'on prescrit tout le temps. Si je file ma petite métaphore automobile, le groupe MICT,
C'est un peu comme conduire sur une autoroute parfaitement plate, on met le régulateur de vitesse bloqué à 90 km/h et on roule pendant 1 heure. C'est une bonne image. C'est prévisible, le moteur tourne à un régime tout à fait constant, sans aucune secousse. Mais en totale opposition à ça, on avait 3 groupes d'entraînement par intervalle. Et eux, ils étaient beaucoup plus violents sur le plan métabolique. Ah oui, les groupes IIIT. Exact. Il y avait d'abord le groupe IIIT 90. Elles s'entraînaient à 90% de leur VO2 max, avec des blocs de 4 minutes d'effort intense et ensuite 3 minutes de récupération. 4 minutes à 90%, c'est déjà très très dur. Oui. Et puis on avait le groupe IIIT 120. Là, on pousse la machine à 120% du VO2 max. 120%. Mais c'est au-delà de la capacité maximale en oxygène. Exactement, on est dans le domaine anaérobie pure là. Et ce groupe faisait des efforts d'1 minute avec 1 minute et demie de repos. Donc pour reprendre mon analogie de la voiture, ces 2 groupes IIT, c'est carrément conduire en plein centre-ville, on écrase l'accélérateur au plancher à chaque feu vert pour atteindre la vitesse max. Oui, Et on pile brutalement au feu rouge. On laisse le moteur redescendre juste un instant, et puis bam, on recommence. c'est tout à fait ça. Mais il y avait un groupe encore plus extrême dans l'étude, tu sais? Ah oui, le fameux groupe des 4 minutes. Le groupe SIT, pour Sprint Interval Training. Là, on touche à l'extrême limite de l'intensité. Leur protocole, c'était 40 séries de sprint explosifs, mais de seulement 6 secondes à effort maximal. 6 secondes. C'est à peine le temps de se lancer. Oui, mais séparé par de minuscules pauses de 9 secondes. Si on additionne vraiment le temps d'effort réel sur le vélo, ça ne représente que 4 pauvres minutes d'exercice pur par session. C'est ahurissant. Et c'est là que réside le génie de cette étude, en fait. Pour s'assurer que la durée de l'exercice n'était pas le seul facteur, les chercheurs ont fait un truc très intelligent. Ils ont lissé la charge de travail, n'est-ce pas? Exactement. Le travail mécanique total a été fixé à 200 kJ pour presque tous les groupes actifs, à l'exception du groupe des sprints extrêmes. 200 kJ pour qu'on comprenne bien? En physique, le travail, c'est une mesure de l'énergie transférée. Donc, en s'assurant que l'énergie pure dépensée sur les pédales est identique entre la femme qui pédale 1 heure et celle qui fait de gros intervalles, on isole une seule variable, l'intensité pure. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'on ne teste plus du tout la quantité mathématique de travail. On teste la qualité biologique de ce travail. La qualité biologique, j'aime beaucoup cette formulation. La question qu'il se pose devient, à dépense énergétique strictement égale, comment le corps réagit-il à un stress lent et continu versus un stress violent et saccadé? Ce qui nous amène à la réponse évolutive de notre corps. Si on y réfléchit, pourquoi l'intensité d'un effort modifierait la chimie même du sang? C'est une histoire de survie au fond. Exactement. Marcher ou courir à un rythme modéré pour chercher de la nourriture, par exemple, c'est normal pour notre espèce. Le corps gère. Il ne perçoit pas ça comme une urgence. Mais sprinter à 120% de sa capacité, le souffle coupé, Ça, c'est fuir un prédateur. C'est un signal de mort imminent. c'est ça. Le système nerveux perçoit cette intensité comme une menace existentielle absolue, Et comment le corps humain répond à une urgence vitale? en déclenchant une cascade hormonale massive. Il faut mobiliser de l'énergie et vite. Et c'est pile ce que les chercheurs ont observé en prélevant le sang des participantes. Ils ont fait des prises de sang lors de la première, la 20e et la 44e session, je crois. Ils cherchaient des hormones bien précises, je crois. Oui, les hormones lipolytiques, celles qui détruisent la graisse, notamment l'hormone de croissance, la GH et l'épinéphrine. L'épinéphrine, c'est ce que tout le monde appelle l'adrénaline, en fait. Exactement. Et les résultats sanguins sont fous. L'hormone de croissance a augmenté de manière très significative après l'exercice pour tous les groupes. Donc, que ce soit la balade d'1 heure ou les sprints, la GH était là. Là où les destins métaboliques se séparent de façon brutale, c'est avec l'adrénaline. Ah, l'épinéphrine, c'est le véritable juge de paix de cette recherche. Le groupe continu modéré, celui d'1 heure, n'a généré absolument aucune augmentation significative de son taux d'adrénaline. 0 pic. Le signal de détresse n'était juste pas assez fort. Par contre, les groupes EIT ont provoqué des pics massifs d'épinéphrine juste après l'effort. Alors, pour bien faire comprendre l'importance de cette différence hormonale à notre auditoire, j'aimerais proposer une autre image. Vas-y, les images, ça aide toujours. Imaginons la cellule adipeuse, celle qui stocke le gras comme une chambre forte de banque de haute sécurité. À l'intérieur, la monnaie, ce sont nos fameux triglycérides. D'accord. Le problème, c'est que ces triglycérides sont comme de gros lingots d'or très lourds. Ils sont trop massifs pour passer les portes de la banque et entrer dans le sang. C'est une image très précise. Et du coup, pour que la graisse sorte, il faut une machine capable de fondre ces lingots en petites pièces de monnaie.
C'est ça, pour en faire des acides gras libres. Et cette machine chimique dans notre corps, c'est une enzyme. On l'appelle la lipase hormonosensible, ou HSL. Et comme son nom l'indique très bien, elle est hormonosensible. Elle ne se réveille pas toute seule. Et là, c'est là que notre adrénaline entre en jeu. L'épinéphrine, en gros, c'est le directeur de la banque qui possède le code d'urgence. J'adore. Le groupe modéré a beau dépenser des calories et frapper à la porte de la banque pendant 1 heure, la lipase reste endormie. Parce que le directeur n'est pas là. Les lingots restent enfermés? Voilà. Le groupe IAT-HEAT, en revanche, y casse la vitre et déclenche l'alarme incendie. L'adrénaline inonde le système, elle active la HSL qui découpe les triglycérides, ouvre les portes de la cellule et déverse le gras dans le sang. Et c'est cette dynamique purement chimique qui explique pourquoi l'intensité est très largement supérieure au simple volume. L'exercice à haute intensité force l'ouverture des réserves via la voie sympathique surrénalienne. Une voie que l'exercice modéré rate complètement. Totalement. Cependant, et c'est là que ça se corse, l'étude révèle une complexité temporelle assez intrigante, surtout avec le groupe des sprints de 6 secondes. Oui, c'est un point qui nécessite vraiment qu'on s'y attarde. En lisant leurs données, il y a une contradiction qui m'a laissé un peu perplexe au début. Laquelle? Le groupe des sprints courts, le groupe SIT, il fait l'effort le plus violent, le plus explosif. Pourtant, ils n'ont montré aucune hausse d'adrénaline lors des premières semaines de l'étude. C'est vrai? C'est surprenant sur le papier. Le pic pour ce groupe extrême n'est apparu qu'à la toute fin, lors de la 44e session. Pourquoi un tel retard à l'allumage? Si c'est une alarme d'urgence, pourquoi elle ne sonne pas le premier jour? C'est une excellente question, et c'est une observation fondamentale de l'étude. Ça nous plonge en plein cœur de la physiologie de l'obésité. L'explication, en fait, elle tient en 2 facteurs. Le premier est mécanique. Mécanique, c'est-à-dire? Eh bien, au début du programme, pour éviter les blessures face à des sprints aussi brutaux, la résistance imposée sur les pédales n'était que d'1 kilogramme. Ah d'accord, c'est très léger. Oui, bien que la vitesse de pédalage fût maximale, la force opposée était trop faible. Le volume global de travail ne produisait pas un stress physiologique suffisant. Donc elle pédalait hyper vite, mais un peu dans le vide. Exactement. Ce n'est qu'au fil des semaines, en augmentant cette résistance jusqu'à 3 kg, que le seuil critique a été atteint. Donc, pédaler vite ne suffit pas, il faut une vraie résistance pour créer l'urgence. Mais tu as mentionné un deuxième facteur? Oui, et c'est de loin le plus important. C'est lié à la population ciblée. L'obésité provoque un phénomène de désensibilisation. Une désensibilisation du système nerveux sympathique. C'est ça. Une accumulation excessive de masse grasse, en fait, atténue l'excitabilité du système nerveux sympathique. Chez une personne souffrant d'obésité, le système nerveux qui gère le stress et l'adrénaline est comme engourdi. Waouh! C'est comme une véritable armure physiologique. Une résistance hormonale, oui. Le corps devient sourd à ses propres signaux d'alarme. C'est fou. Et c'est pour ça que l'exercice modéré et classique galère autant à donner des résultats rapides sur cette population. Le stimulus est juste trop faible pour percer l'armure. Précisément. Le HIIT utilise une violence contrôlée pour briser ce plafond de verre. Dans le cas du groupe cité, il a fallu que la résistance augmente, certes. Oui. Mais il a surtout fallu que les participantes s'entraînent pendant des semaines, qu'elles commencent à modifier un peu leur composition corporelle pour que leur système nerveux retrouve sa sensibilité. Et que la décharge d'épinéphrine puisse enfin avoir lieu à la fin. Voilà. C'est une restauration progressive de la communication chimique du corps. Ce concept d'engourdissement métabolique, c'est vraiment brillant. Alors, sachant que la haute intensité finit par déclencher cette tempête hormonale et ouvrir les portes de la banque, comment ça s'est traduit sur la balance, concrètement, après 12 semaines? Eh bien, à la fin des 44 sessions, tous les groupes actifs avaient réduit leur masse grasse totale. Tous les groupes, ok. Oui. Que ce soit sur le vélo en continu ou en intervalle, bouger apporte toujours un bénéfice. On perd en masse grasse et en pourcentage de graisse corporelle. C'est déjà une bonne nouvelle en soi. Mais la différence d'ampleur est frappante. La réduction était significativement supérieure chez les participantes des 3 groupes à haute intensité, comparée aux groupes modérés. C'est ici qu'intervient la vraie victoire du protocole, en fait. Voici où ça devient vraiment intéressant. Non seulement ces groupes intenses ont détruit plus de tissus adipeux, mais ce sont les seuls à avoir vu une réduction de leur poids corporel total et de leur IMC. L'indice de masse corporelle, oui. Le groupe de l'effort d'1 heure a perdu un peu de gras, d'accord, mais le poids global sur la balance, lui, n'a pas bougé de manière significative. Ce qui valide totalement l'hypothèse de la recherche. Mais au-delà du poids pur, il faut parler d'une autre mesure vitale, le VO2 max. La capacité aérobie. Oui, cet indicateur clé a été amélioré pour tous les groupes.
Cependant, les groupes HIIT ont enregistré des bénéfices bien supérieurs. Et si on relie ce point précis à notre métaphore de la banque, ça prend tout son sens. Comment ça? Avoir un VO2 max élevé, c'est pas juste utile pour aller courir le dimanche. Si la cellule graisseuse ouvre ses portes grâce à l'adrénaline et relâche le gras dans le sang, ce gras doit être brûlé par les muscles. Ah, je vois où tu veux en venir. Et pour brûler du gras, le corps a besoin d'oxygène. Donc un VO2 max amélioré, c'est comme installer une plus grosse chaudière dans l'usine. On a la capacité de brûler plus de carburant lipidique plus vite. C'est le duo parfait du HIIT. D'un côté, on force la libération massive du carburant via l'adrénaline, de l'autre, on construit un moteur plus puissant pour l'oxyder. Exactement. Et le plus beau, c'est que ce processus d'oxydation ne s'arrête pas quand on descend du vélo. Ah oui, le fameux effet Look dont on doit absolument parler. L'effet post-combustion, le POC, pour Excessive Post-Exercise Oxygen Consumption. C'est la pièce finale du puzzle. On a tendance à croire que le gras fond uniquement pendant qu'on transpire sur la machine. C'est une erreur commune. Mais le POC, c'est ce phénomène silencieux où le corps continue de brûler des graisses des heures et des heures après l'arrêt total de l'effort. Et si on relie cela à la vue d'ensemble, c'est tout à fait logique. Pendant un effort extrême, le corps est en panique. Il n'a pas le temps d'utiliser l'oxygène pour décomposer les graisses. C'est un processus beaucoup trop lent. Il faut du sucre tout de suite. Voilà. Il brûle des glucides de manière explosive, sans oxygène. Ça crée une dette immense. Et une fois l'entraînement terminé, le corps doit payer cette dette. Le grand ménage métabolique commence. C'est ça, il doit nettoyer l'acide lactique accumulé, réparer les micro-déchirures musculaires, reconstituer les réserves d'ATP, ramener la température corporelle à la normale. Et toutes ces tâches coûtent une énergie phénoménale. Et comme le système digestif ne fournit pas d'énergie immédiate à cet instant précis, le corps puise directement dans le sang qui, par chance, est rempli des acides gras libérés par notre fameuse tempête d'adrénaline. C'est brillant quand on y pense. Le moteur de la voiture reste brûlant et consomme de l'essence, même une fois stationné dans le garage. C'est exactement la différence fondamentale entre les protocoles. Le groupe continu dépense de l'énergie pendant 60 minutes, mais après, son métabolisme revient très vite à la normale. Alors que les groupes intenses s'épuisent en quelques minutes, mais génèrent une telle perturbation que le métabolisme reste accéléré très longtemps. Oui, la dégradation des triglycérides se poursuit massivement pendant la récupération. L'implication de ces résultats est monumentale. Les institutions de santé préconisent souvent jusqu'à 5 heures d'efforts modérés par semaine pour le surpoids. Psychologiquement, c'est une montagne. C'est vrai que c'est décourageant pour beaucoup. Les contraintes articulaires sur 60 minutes de mouvement, ça peut être douloureux. Et trouver le temps, c'est un défi. Mais là, l'étude de Zhu et de ses collègues démontre qu'une alternative existe, et une alternative chimique puissante. Le temps n'est plus l'obstacle majeur. Le fait que 4 minutes effectives battent 60 minutes de travail acharné, ça détruit l'excuse du manque de temps. L'intensité devient la solution. Attention, il ne s'agit pas de dire que le vélo modéré est inutile, hein. C'est excellent pour la santé générale. Bien sûr. Mais pour déclencher une vraie recomposition corporelle et combattre cette fameuse résistance liée à l'obésité, la haute intensité fournit un levier sans égal. Eh bien, cette analyse nous amène à une réflexion finale assez provocatrice pour notre auditoire. Ces résultats démontrent brillamment que la perte de poids, c'est pas qu'une simple équation comptable. C'est loin d'être un boulier compteur. Le corps est un laboratoire chimique extrêmement complexe. Ça nous pousse vraiment à nous demander, est-ce que la qualité de notre signalisation moléculaire pendant l'exercice n'est pas infiniment plus cruciale que la simple durée de notre souffrance sur un tapis de course? Je pense que la réponse est dans la question. Un stress d'1 minute qui appuie sur le bon bouton chimique vaudra toujours mieux qu'1 heure d'effort qui laisse l'orchestre hormonal totalement silencieux. C'est une belle façon de le formuler. La qualité chimique de notre exercice prime sur le reste. L'intensité est incontestablement le langage que notre système nerveux comprend le mieux. Il est d'ailleurs fortement recommandé à tous ceux intrigués par ces mécanismes de lire l'article scientifique original. Oh oui, pour voir les données de leurs propres yeux. C'est une lecture indispensable pour explorer la richesse des tableaux cliniques. Pour rappel, la publication s'intitule « The Release of Lipolytic Hormones During Various High-Intensity Interval and Moderate-Intensity Continuous Training Regimens and Their Effects on Fat Loss ». Elle est signée par Zhengyi Zhu et ses confrères. Et bien sûr, s'abonner à la chaîne et activer les notifications reste le meilleur moyen de s'assurer de ne manquer aucune de nos futures analyses scientifiques. Lors de la prochaine confrontation avec un vélo ou un tapis de course est simple. Le but n'est pas de bouger le plus longtemps possible, mais de créer le choc nécessaire pour éveiller la chimie interne. C'est tout pour cette analyse détaillée. À la prochaine exploration en profondeur.